Alors la transition est toute faite puisque je vois que vous avez collaboré ensemble et je vais laisser la parole maintenant à Bernard Schmitt. Donc sur la spectroscopie et photométrie de l'eau, alors j'ai mis sur Mars, mais peut-être que le sujet va être plus large. Micro. Alors, on Est-ce vous que vous entend et on vous voyez? voit. Oui, L'exposé est affiché là. Alors, voilà. Il est affiché là? là c'est bon, c'est parfait. C'est parfait. C'est ça, Ah oui, c'est bon. alors, j'en reviens au début. Ouais. D'accord. J'enlève cette fenêtre là. Voilà. Oui, donc bonjour de nouveau. Ce que je vais vous présenter en fait essentiellement deux études qui ont été faites avec des visées martiennes, mais qui peuvent très bien s'appliquer à des données sur l'eau terrestre. Donc en fait, le problème martien, si on a un problème justement de détection de l'eau liquide, parce que c'est quand même assez intéressant si on est capable de trouver de l'eau liquide à la surface de Mars. Et donc, en fait, essentiellement sur Mars, juste pour situer un peu les choses, il y a de l'eau, je dirais la molécule d'eau en très grande quantité, un peu partout, que ça soit en surface, en profondeur ou dans l'atmosphère. Et on la trouve en grande quantité sur toute la calotte nord. En gros, c'est l'équivalent de l'Antarctique hein, en volume, on va dire. Et aussi à l'hémisphère sud, mais on a aussi énormément de pergélisol jusqu'à des latitudes assez basses. Et peut-être, éventuellement, de l'eau liquide en plus en profondeur. Donc actuellement, ce qu'on voit surtout, c'est la glace en surface. Et l'eau liquide, ben, on la cherche. Et on cherche des traces par différentes méthodes. Et en particulier, on cherche à voir si on est capable d'identifier éventuellement en surface. Donc, il y a un certain nombre de phénomènes qui ont été vus en surface qui ont laissé penser à la présence d'eau. On a bien sûr beaucoup de traces d'eau par le passé, mais c'était le premier milliard d'années où là, carrément, il y avait des rivières, des grandes débâcles, etc. Mais actuellement, on voit ces espèces de ravines. Le premier modèle, le premier scénario qui a été proposé, c'est que l'eau existe en profondeur donc on est plutôt gelé, je dirais, en surface à pas mal de longueur d'onde, à pas mal de latitude, je veux dire. Il y aura un aquifère qui serait gelé par un bouchon de façon intermittente, et de temps en temps, il y aurait des coulées d'eau avec des débris. Donc l'eau entraînerait des débris, et on pourrait être capable de voir, d'identifier cette eau à la surface pendant des durées relativement courtes. Il faut savoir que sur Mars, on est, disons, à des pressions où l'eau liquide bout même à 0 degré. Donc, elle n'est pas stable, mais elle peut être là pendant une courte durée. Voilà. Donc, il y a des analogues sur Terre de coulées qui ont lieu de ce type-là, qui ont lieu au moment des fontes brutales de glace au pied de parois qui prennent brutalement l'ensoleillement avec les changements de saison. Voilà. Donc ça, c'était le premier analogue qui laissait penser que ça pouvait venir de là. Mais bon, les observations ont tendance maintenant à infirmer cette théorie. On pense plutôt que c'est du CO2 qui se vaporise. D'ailleurs, on a soumis Niner pour essayer de reproduire en laboratoire le processus. Donc, mais du coup, ça a drivé un certain nombre d'études pour essayer de voir si photométriquement ou spectroscopiquement, à partir d'observations de l'espace, on était capable de déterminer si c'est... hop là, attends, ah non, attendez, j'appuie sur la mauvaise touche sur le côté. Si c'est traîné sombre, puisqu'on sait que la présence d'eau a tendance à assombrir les sols, si ces traînées sombres peuvent être caractéristiques ou pas de la présence d'eau liquide, ou bien c'est un autre phénomène qui assombrit ces coulées. Alors, je ne vous ai pas mis en détail, mais en fait, on voit que ces coulées apparaissent de temps en temps et elles disparaissent progressivement au cours de la saison. Alors,
Donc, en fait, je vais vous montrer deux études. La première est une étude d'Antoine Pomerol. C'est un ancien doctorant qui a monté en fait un système de goniomètre à l'université de Berne. Et donc, il a étudié la photométrie de différents, ce qu'on appelle des simulants martiens, des types de sols pouvant être présents sur Mars. Donc, c'est essentiellement des basaltes, hein. Le JSC Mars One, c'est un simulant international venant de Hawaï aussi. Et donc, pour essayer de voir, par ajout progressif d'eau jusqu'à saturation, quels sont les changements photométriques et spectroscopiques. Donc ça a été mesuré essentiellement à 650 nanomètres, hein, mais aussi sur quelques autres, certaines expériences sur une gamme plus large dans le visible. Et là, je vous mets juste un exemple sur quatre types de rugosité de surface sur des sols secs, hein, pour montrer le type de courbe qui sont obtenues. Il y a une assez bonne résolution angulaire sur cet instrument, mais il ne travaille que sur quelques longueurs d'onde. Donc, euh, par exemple, sur ces quatre sols aussi, en fait, il a justement utilisé des modèles de BRDF, les modèles de type ACKI, et il a montré qu'en fait, on arrivait assez bien à reproduire pour des sols secs les BRDF à partir des paramètres photométriques du modèle. Donc, par contre, quand on ajoute, donc ce qu'il a regardé, c'est l'ajout progressif d'eau sur différents types de surfaces, sur ces deux types de basalte, et pour l'un d'eux, avec deux tailles de grains assez différentes, fin et grossier. Donc, ce qu'il observe, c'est qu'en début du mouillage, il y a déjà une décroissance rapide de la. Alors, je regarde, je vais peut-être mettre le petit stylo là. Voilà. Voilà, une décroissance très rapide du pic de rétrodiffusion. Donc, j'ai oublié de le montrer, mais c'était les caractéristiques principales des sols secs. C'est un gros pic de rétrodiffusion et une croissance progressive d'un fort pic vers l'avant, donc qui devient de plus en plus fort. Et ensuite, à partir du moment où les ménisques commencent à apparaître, on a disparition complète en fait du pic de la rétrodiffusion en fait, et une diffusion vers l'avant qui devient de plus en plus large et intense. Et quand on commence à avoir un film relativement continu qui commence à apparaître, on a l'apparition d'un le début d'apparition d'un pic spéculaire et qui devient ensuite dominant en fait sur le signal une fois que le film devient vraiment pratiquement un film horizontal. Euh, et bien sûr, toutes les autres caractéristiques ont disparu, il ne reste pratiquement plus que ce spéculaire. Donc ça, c'est simplement des exemples sur les autres matériaux avec, on voit exactement le même type de processus qui peut avoir qui peut être plus rapide ou plus lent, suivant les cas, ou plus intense. Mais on termine toujours avec d'abord une diffusion vers l'avant assez large et qui devient de plus en plus intense et se transforme progressivement en un pic spéculaire quand on sature complètement le sol. Donc là, c'est un basalte avec des grains fins, et si on fait la même chose avec des grains épais, on obtient exactement la même chose, une disparition du pic de rétrodiffusion, apparition de ce lobe et transformation ensuite en spéculaire. Donc, en fait, donc ça, c'était des mesures qui étaient faites en ajoutant progressivement de l'eau. Il a fait les mêmes mesures dans le sens inverse, c'est-à-dire en mouillant complètement le sol et ensuite en les laissant progressivement sécher. Et dans ce cas-là, il a pu faire des mesures à plusieurs longueurs d'onde, donc spectrales, et à plusieurs angles d'incidence. Les mesures précédentes n'ont été faites qu'à l'angle d'incidence de 30 degrés. Donc, ce qu'on voit essentiellement, c'est que le sol sombre est 3-4 fois plus sombre, enfin, le sol mouillé est 3 fois 4 fois plus sombre qu'un sol sec. Il passe d'une couleur rouge à une couleur noire ou rouge très sombre, on va dire, et apparaît aussi un très fort pic, enfin, il y a un très fort pic vers l'avant, bien sûr, quand il est mouillé, et ce pic se réduit lors du séchage, et il est surtout extrêmement intense pour les angles d'incidence assez élevés, comme à 60 degrés. Donc là, on est loin d'être pleine échelle, mais le pic monte à plusieurs unités en facteur de réflectance. Donc, pendant le séchage,
les phénomènes qui sont observés, c'est une décroissance très rapide du pic spéculaire, donc qui est ici, qu'on voit bien quand on est à incidence nulle, hein, ce n'est pas l'effet d'opposition. Et on a une décroissance rapide aussi du pic vers l'avant. Donc le pic vers l'avant, on le voit surtout dans la géométrie intermédiaire, puisque dans ce cas-là, le spéculaire et le pic vers l'avant ne sont pas mélangés. Et par contre, aux autres géométries, on a très peu de variations d'albédo. Si on regarde, par exemple, à 60 degrés, à peu près toutes ces autres géométries, les variations sont très faibles, voire elles sont inversées, c'est-à-dire quand on sèche, on a tendance à baisser légèrement l'albédo en même temps que le pic spéculaire décroît. Et ensuite, à la fin du séchage, c'est-à-dire l'étape finale où tous les ponts entre les grains disparaissent, on a une rétrodiffusion finalement, donc c'est la courbe rouge comparée à la courbe bleue initiale. On a une rétrodiffusion qui est similaire au niveau à l'initiale. Par contre, on voit l'apparition j'ai une fenêtre là, voilà. On voit l'apparition quand même d'un lobe vers l'avant, qu'on voit assez nettement ici, résiduel, qui n'existait pas avant. Donc, si on regarde les choses de façon spectrale, donc on a la courbe bleue, c'est avant, ensuite après mouillage et pendant le séchage. En fait, on s'aperçoit qu'on a relativement peu de changements pendant toute la phase du séchage. Uniquement et voir le séchage a tendance même à assombrir quand on est donc le séchage se fait entre les phases 1 à 5. Quand on est pratiquement au plus sec, on a un albédo qui a tendance même légèrement à descendre et puis ensuite tout d'un coup il ressaute à des valeurs qui sont supérieures à celles qu'elles avaient initialement. Donc oui, donc en fait si on regarde maintenant la même chose, mais en termes de critères spectrales, on va dire, il a tracé deux critères spectraux. Un qui sont la pente, entre 740 et... Donc en fait, c'est cette pente qui se trouve ici. Et deuxième chose qu'il a mesuré, c'est le ratio entre 1060, à l'endroit dans lequel il y a une petite bande d'absorption, et la longueur d'onde de référence à 750. Hop. Et ce qu'il observe, c'est qu'il y a en fait pendant le séchage une diminution une augmentation de cette pente, comme on avait vu que lors du mouillage, il y avait une baisse de la pente et en fait essentiellement un assombrissement. Donc, on voyait surtout dans les données précédentes l'effet d'assombrissement et ici, avec ce rapport, on voit l'impact sur la pente. On voit en fait si on mesure la pente ici et ici. Ça, c'est assez clair. Donc, c'est un critère qui est quand même assez net pour montrer le mouillage indépendamment de la photométrie. Autre rapport qui semble aussi assez sensible, c'est le rapport avec la bande d'eau. Et donc, on voit très bien que quand le spectre est mouillé, ce rapport est assez élevé et décroît lentement. Donc là, on est juste dans le visible, donc la bande est quand même assez faible, les changements sont juste d'une vingtaine de pourcents. Si on avait des mesures dans l'infrarouge, ces ratios seraient encore plus élevés. Donc, pour finir sur ce premier papier, si on fait une comparaison avant et après mouillage, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'après séchage, on a une plus forte réflectance à toute géométrie et un léger pic vers l'avant qui est apparu. Et l'interprétation qu'il donne, c'est qu'en fait, la surface est plus lisse, elle a été lissée par la présence d'eau liquide et a orienté de façon préférentielle les grains. Et en fait, à la surface, il trouve une fine couche avec cohésion, c'est-à-dire que les grains se sont partiellement liés. Donc on voit en fait avec les fonctions photométriques que
qu'il existe en fait un lobe alors, qui est ténu, hein, c'est quand même la zone la plus faible, mais le flux qui part vers l'avant est quand même nettement plus important que ce qui était avant mouillage. Donc, euh, pour passer, donc, il avait fait aussi une toute première étude avec des sels, et où il avait vu certains effets justement d'augmentation encore plus marquée de la réflectance après le séchage. Et suite à ça, avec une collègue de Nantes, on a fait des expériences dans notre laboratoire, donc qui s'appelle Marion Massé, du LPG de Nantes, sur le séchage et le mouillage en présence de sel dans l'eau. Donc en fait, ce qu'on a utilisé, c'est du basalte pur, 90%, et 10% de sel qui est mouillé d'une manière ou d'une autre. Soit on dissout complètement le sel dans l'eau et on l'ajoute au basalte et on regarde le séchage, soit on mélange le sel au basalte et on le mouille progressivement. Donc 3 sels ont été étudiés. Et on l'a fait donc sur ce même instrument dont on a parlé Alice, c'est l'instrument Shine à l'IPAG, en utilisant notre cellule thermodynamique qui permet aussi de refroidir à basse température. Donc les spectres ont été faits de ce coup-ci dans l'infrarouge, entre 1,1 et 4,5 microns, mais on a fixé les conditions géométriques. Donc, ce qu'on regarde, c'est des effets spectraux et plus purement photométriques. Donc, si on regarde l'hydratation d'un des sels, ce qu'on voit essentiellement lors de l'hydratation, c'est un assombrissement progressif, donc une décroissance de l'albédo de l'ordre de 40% pour 10% d'eau à la surface et une croissance progressive des bandes d'absorption à 1,45. On voit vaguement, très faiblement ici, à 1,95 et à 3 microns, qui sont des bandes qui ont tendance à être très larges et souvent saturées. Donc, en fait, si on prend en fait un autre sel, le MgCl2 dans le basalte, on voit quelque chose qui est assez similaire. Donc, cette expérience avait été, disons, avait eu quelques difficultés. Ce qu'on voit, c'est qu'au fur et à mesure où on apporte de l'eau donc là, on était dans une cellule où on mettait une atmosphère humide, hein, j'ai oublié de vous le préciser, et on maintenait une atmosphère en sursaturation, et progressivement, l'échantillon se mouillait. Donc on voyait progressivement le mouillage se faire commencer par l'extérieur, probablement à cause d'un petit gradient de température à l'intérieur. Hein. La surface était maintenue à 4 degrés et l'atmosphère était à 18 degrés. Donc on voit clairement le front de propagation de l'eau jusqu'à l'apparition de petits ménisques à la surface. Donc on a des décroissances d'albédo qui peuvent atteindre les 60%. Et on voit aussi très clairement l'augmentation des bandes d'absorption et la saturation aussi de la bande à 3 microns. Et donc la présence de petits ménisques locaux. Si on regarde l'effet opposé, donc là on a regardé l'hydratation des sels, on a pu regarder de façon un peu plus fine la déshydratation des sels. Donc là on est parti de basalte et d'un mélange au sel initial. Et l'échantillon a été chauffé à 30 degrés et puis tout à la fin a été chauffé à 100 degrés pendant 3 heures pour sécher totalement de nouveau le mélange et voir sa photométrie finale. Donc là, on s'aperçoit qu'on a plusieurs étapes. La première étape, c'est dans la première étape initiale, on a une réflectance qui est relativement stable à 1,1 micron. On a très peu de changements. Donc, le temps, il va du noir, le temps de séchage, au rouge. Donc, on part. Donc, on a assez peu de variations, en fait. On a une très légère augmentation, voire quasiment aucune variation dans les premières étapes de l'albédo. Par contre, on a une désaturation progressive des bandes à 1,45 et 1,95 microns, et aussi un peu à 3 microns initialement. On a la disparition de cette pente bleue qui est liée en fait essentiellement à l'absorption de l'eau dans le continuum entre les bandes.
Et ensuite, quand on continue à déshydrater, on a l'apparition d'un sursaut en fait à 3,1 microns. Donc ça, c'est les premiers spectres. Ensuite, on passe à ces spectres-là et ensuite on revient à ces spectres-là. Donc pendant un très court temps, souvent une ou deux maximum étapes, on a ce sursaut de réflectance lié à l'eau. Et ensuite, dans l'étape finale, on a une croissance progressive de la réflectance à 1,1 micron, mais quand même relativement lente. Et par contre, la profondeur des bandes à 1,45 et 1,95 ne varie quasiment plus. Donc à ce moment-là, les seules variations essentiellement, c'est un décalage progressif des spectres vers le haut et un rétrécissement de la bande à 3 microns, donc qui est assez large ici, qui est assez saturée et qui devient de plus en plus étroite. Donc ça, on le voit bien si on, disons, ces phénomènes, si on regarde les courbes de l'albédo et des profondeurs de bande en fonction du temps. Donc ce qu'on voit essentiellement, c'est que l'albédo bouge peu au début, tout d'un coup il remonte rapidement et ensuite il reste relativement stable. Et pour les bandes, les profondeurs des bandes, c'est l'inverse, elles descendent très rapidement au début et ensuite, pendant tout le reste du séchage, les bandes ne varient quasiment pas. Donc pareil, même genre de courbe avec un. Alors donc là, c'était sans sel, hein, c'était un peu les courbes la courbe de référence hein, de l'eau pure. Et si on met, si on met comment dire, du sel, on a une courbe qui est assez similaire, mais beaucoup moins progressive. Le saut d'albédo est beaucoup plus, au lieu d'avoir un saut brutal de réflectance, on a une montée qui est plus progressive. Par contre, les courbes de décroissance des bandes est assez similaire. Hop, je suis par là. Voilà. Et donc, si on corrèle en fait l'albédo avec la profondeur de la bande, on voit qu'en fait, cet albédo chute essentiellement quand les bandes varient essentiellement en fonction de la profondeur de la bande. Quand on est avec du basalte et de l'eau, c'est une courbe qui est relativement progressive. Quand on met du sel, on a une chute très brutale, c'est-à-dire que les profondeurs de bande et l'albédo deviennent totalement décorrélés. C'est-à-dire que l'albédo varie, la profondeur varie dans deux étapes séparées. Par contre, on a dans certains cas un problème particulier au niveau du séchage final. Donc pour éliminer toute l'eau. Et dans le cas du basalte et du sel de sulfate de magnésium, on n'a pas de changement particulier. C'était les courbes précédentes. Par contre, dans les deux autres sels, on a un énorme sursaut de l'albédo à la fin. Et les profondeurs de bande aussi s'effondrent en même temps. Donc on a un sursaut, enfin à peu près un facteur 2. Et par contre, les bandes de l'eau euh, euh, présente une faible augmentation, voire une croissance très forte dans le cas du sel de magnésium. On a tout d'un coup des très fortes bandes de l'eau qui apparaissent. Donc on les voit apparaître ici, là c'est le séchage du MgCl2 et on a de nouveau d'extrêmement fortes bandes de l'eau. Donc en fait, cette eau, dans certains sels, ce n'est pas de l'eau liquide, c'est de l'eau vraiment d'hydratation des sels. Et on le voit si on regarde en fait la, la surface de la bande, hein, on utilise la surface plutôt que la profondeur parce elle est beaucoup moins sensible à la position de la bande qu'une profondeur de bande qu'on risque de fixer à une longueur d'onde particulière. Et on voit qu'elle dépend en fait de la position de la bande, c'est-à-dire qu'on a un décalage de la bande qui est caractéristique d'un changement d'état de l'eau. Donc quand on regarde à la surface, on voit en particulier que dans ce cas-là, on a une surface qui est beaucoup plus claire. On dirait que justement qu'il y a des sels donc hydratés qui apparaissent à la surface et malgré le chauffage à 100 degrés, on n'arrive pas à faire disparaître cette eau d'hydratation. Donc en gros, pour résumer, l'interprétation qu'on apporte, c'est que lors de la déshydratation, c'est qu'il y a 5 étapes. Au début, on a un albédo qui est
faible avec des fortes bandes de l'eau. Donc, on a un film épais et plat. Donc, c'est essentiellement la réflectance de l'eau qui domine avec un très fort pic spéculaire. Et quand on commence à sublimer, il reste un film d'eau quand même continu à la surface de l'eau avec des spéculaires qui sont encore apparents à certains endroits. Et c'est à ce moment-là qu'on a ce sursaut lié à l'industriel de l'eau qui apparaît. Et par contre, l'albédo ne bouge pas, il reste faible. Quand on continue à sublimer et qu'on fait disparaître ce film continu à la surface, l'albédo ne change toujours pas. Par contre, les bandes de l'eau continuent à descendre. Et quand on arrive au moment où on commence à faire disparaître les ménisques à l'intérieur de l'eau, l'albédo commence à remonter fortement. Par contre, les bandes restent faibles et ne bougent pas. Et au final, dans certains cas, on a une très forte augmentation de l'albédo et une très forte augmentation de l'eau par l'apparition de sels hydratés à la surface. Et je vous remercie Merci, de votre attention. merci beaucoup Bernard. C'était vraiment là aussi passionnant. Je pense que ça va faire beaucoup écho à d'autres présentations. En tout cas, de mon côté, j'aurais plein de questions. Alors, on est un tout petit peu déjà en retard, mais juste peut-être une question. C'est le seul point que j'arrive pas bien à interpréter là, lorsqu'on mouille un sol, là, martien en l'occurrence. L'apparition dès les premiers instants de cette diffusion vers l'avant. Comment on peut l'expliquer d'un point de vue avec les mains, j'allais dire? Euh, bah, avec les mains, on va dire que comme il y a des ménisques, en fait, on commence par faire apparaître des ménisques entre les grains. Et ces ménisques favorisent la diffusion d'un grain vers l'autre, puisqu'on transforme en fait la diffusion, une double diffusion grain air grain par une diffusion grain eau grain avec un contraste d'indice qui est plus faible. Donc en fait, la lumière a tendance à aller à pénétrer, à aller plus loin et pénétrer plus vers l'avant. Elle est moins rétrodiffusée. C'est l'interprétation globale qu'on me donne. C'est Oui, un peu la même manière, la même chose qui va l'assombrir aussi. Hein, c'est le même processus. d'accord. Mais ce qui était surprenant sur les courbes de BRDF, c'est qu'on avait l'impression que c'était vraiment très, très marqué dans la direction vers l'avant, quoi. Très, très rasant même. Alors, plus l'éclairement est rasant, apparemment, plus ça devient vraiment puissant. D'accord. C'est que quand on a des éclairements qui sont très rasants, le rayonnement pénètre moins et il a plus de facilité aussi à sortir. Merci. J'ai une question de Pascal. Oui, bonjour. J'étais vraiment très intéressé par les passages de mouillé à sec et de sec à mouillé qui semblaient être en fait asymétriques dans les expériences que vous avez, les mesures que vous avez faites. Et je me demandais si la symétrie était due essentiellement au fait que les grains ou les cailloux étaient réagencés, redistribués, voire lissés, ou est-ce qu'il y avait d'autres raisons à cette asymétrie temporelle, on va dire. Je pense plutôt que la symétrie est liée au processus comment dire, d'hystérésis, de mouillage et de séchage. Mhm. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas de vision directe, c'est-à-dire que la manière où les ministres se forment et disparaissent, avec probablement les tensions superficielles, c'est un petit peu comment dire, la condensation, des histoires de condensation capillaire ou des choses comme ça. Mais D'accord, je vois. voilà, peut-être que Stéphane a plus d'idées là-dessus. Non, j'étais en train d'essayer de répondre à Mathieu là. En fait, il y a un très joli film qu'a fait William Philpott de Cornell Université où il a filmé en très gros plan une surface de sable qui est en train de s'assécher. Et on voit très bien comment l'eau se répartit entre les grains et on voit très bien surtout qu'il y a des effets qui sont non linéaires dans le temps, c'est-à-dire que tout d'un coup, Mhm. ça disparaît d'un coup, on va dire l'eau. C'est très rapide. Ça Je changerait en pense, fait la progression de l'évolution, mais est-ce que en fait, est-ce qu'on peut penser qu'une évaporation passerait par des étapes différentes, pas simplement avec un timing différent, mais carrément des étapes différentes d'un mouillage? on peut faire peut-être l'analogie avec l'adsorption. Quand vous avez des courbes d'adsorption dans des milieux qui sont microporeux ou avec des pores intermédiaires, on a un remplissage des spores qui se fait de façon différente. C'est-à-dire qu'on les remplit progressivement
disons qu'on adsorbe sur les parois jusqu'à un moment où, pof, tout d'un coup, il y a la condensation capillaire. Par contre, quand on désorbe, ben, on n'arrive pas on met beaucoup plus de temps à vider la condensation capillaire parce que d'abord, elle s'est D'accord. construite par des parois et ensuite, il faut vraiment la faire sortir par en haut. Et donc, en pression relative, mettons que ça se passe ça commence à, comment dire, à être en condensation capillaire, mettons à 0,8 en adsorption, et ben en désorption, ça va descendre à 0,4. Ah. Et puis Il va avoir falloir peut-être deux aussi, fois moins de pression pour faire sauter ces condensations. peut-être aussi avoir certains effets qui se passent dans des ordres différents qui expliqueraient la symétrie aussi, peut-être. Je ne sais pas. Je Ouais, ne connais pas assez le domaine. Mais, je sais pas, je trouve ça assez fascinant. Et je serais aussi vachement intéressé d'avoir le lien vers la vidéo, si c'est possible, Stéphane, s'il vous plaît. Que vous venez juste de mentionner. Est disponible. J'en suis pas sûr, mais je me renseigne. Merci beaucoup. Est-ce que Mathieu, tu souhaites poser une question? Non, la plupart des questions ont été évoquées. Effectivement, le passage de la rétrodiffusion à la diffusion spéculaire là, qui a été montré au début, on voit tout à fait le principe et pourquoi, mais alors c'est vraiment très très joli. C'est la première fois qu'on voit un tel continuum entre une situation et l'autre. Tout à fait, ouais. Et c'est pas tout à fait le spéculaire au début, hein. C'est justement cette diffusion vers l'avant et ensuite le spéculaire Oui, c'est seulement. ça, tout à fait. Ouais, c'est vraiment le côté très progressif, hein. C'est très joli. Ouais.